S'approprier son langage, c'est la capacité d'utiliser un vocabulaire adéquat pour soi en vue de décrire son expérience, en vue de décrire ses perceptions. Ajouter le vocabulaire à sa vibration, c'est d'être capable de sélectionner les mots qui vont être en mesure de traduire une réalité énergétique de nature fondamentale qui peut être perçue. Donc, c'est sûr que dans mon cas, par exemple, si je perçois des entités, c'est-à-dire des consciences, des intelligences qui m'acheminent des informations et avec lesquelles, dans mon fort intérieur, donc dans mon intériorité, je peux nouer une conversation, je vais utiliser le terme entité parce qu'il reflète ma réalité, mes perceptions. Bien entendu, s'il y a des gens qui écoutent des enregistrements où je fais référence au terme entité et que ça ne rejoint pas leur vécu, bien c'est sûr que je leur demande pas de me croire, bien entendu, parce que pour moi l'important c'est que l'individu respecte d'abord sa sensibilité plutôt que de croire et adhérer d'une manière naïve, d'une manière aveugle aux idées des autres. Autrement dit, je préfère, et comme ça a été le cas dans le passé, de discuter avec quelqu'un sur Internet, entre autres à travers le logiciel de communication Skype, qui va me dire avec franchise, moi, quand tu me parles de vibrations dans tes enregistrements, je peux percevoir des différences de vibrations, mais lorsque tu parles d'entités, je ne les perçois pas. Je vais apprécier davantage ce type de franchise plutôt que de me dire ah oui, tu parles d'entité puis je crois à ça. Non, non, si tu perçois pas ça, c'est correct. Par contre, moi, si je les perçois, c'est correct pour moi d'utiliser ces termes-là. Fait que c'est sûr que moi, je remplacerai pas le terme entité par d'autres mots, que ce soit le terme programmation, que ce soit le terme... Il y a d'autres termes. C'est sûr que si il y a des termes qui sont plus adéquats pour décrire la réalité que je perçois et que je trouve que ça fait sens, oui, je vais en tenir compte, puis oui, je vais modifier la façon que j'ai de m'exprimer. Par contre, si je juge dans l'état présent de mes perceptions, de ma compréhension de la réalité et de mon senti, que d'utiliser le terme entité, entre autres, est approprié pour le faire, bien, je vais continuer à agir ainsi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr que à travers ma chaîne YouTube, je parle en fonction de ma sensibilité, de mes perceptions, donc de mon vécu. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver le vocabulaire que j'utilise d'une manière colorée, je le comprends, je le conçois clairement, et c'est sûr que le concept d'entité est problématique, et je le reconnais, étant donné que la science actuelle, qui fait consensus, ne reconnaît pas l'existence de ce concept. Par contre, ce n'est pas parce que la communauté scientifique, globalement, étant plutôt de type matérialiste, ne reconnaît pas ce concept qui fait attrait à des êtres invisibles que je vais, bien entendu, me priver pour l'utiliser parce que pour moi, l'essentiel à travers les communications que je fais sur cette chaîne YouTube, c'est d'exprimer avec le plus de clarté, de précision possible mon vécu, mes perceptions. Donc, c'est sûr qu'en lien, entre autres, avec le concept d'entité, réincarnation, le plan astral, plan mental, le concept d'esprit, d'âme, de plan de vie, etc., tous ces concepts-là auxquels je peux faire référence et qui ne sont pas démontrés par la science officielle présentement sont problématiques d'un certain point de vue. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette mise en garde, encore une fois très importante, de ne pas croire ce que je dis et de prendre ce qui fait votre affaire à la lumière de votre ressenti ou votre analyse intellectuelle et de laisser faire le reste, tout simplement. Donc, vivez votre vocabulaire par rapport à vous et moi, je vais vivre mon vocabulaire par rapport à moi. Et c'est sûr que s'il y a une très grande différence de perception entre ce que je perçois et ce que vous percevez, pour moi, c'est pas un problème en soi, c'est correct. Ce qui est fondamental pour moi, c'est que les gens soient honnêtes par rapport à leur perception. Donc, autrement dit, je préfère mieux quelqu'un qui va me dire qu'il ne perçoit pas certains éléments que j'affirme percevoir, plutôt que de me dire qu'il les perçoit pour me faire plaisir. Donc, autrement dit, je vais préférer une sincérité dans les échanges que je peux avoir avec les gens, plutôt que des gens qui vont dire des choses pour faire plaisir à mon ego et qu'il y ait une certaine forme de complaisance. Parce que à ce moment-là,
ça apporte rien de créatif et d'utile. Donc, c'est sûr que par rapport au concept d'entité que je le sais est problématique, dans mon cas, j'ai choisi de l'adopter étant donné qu'il fait partie de mes perceptions et qui ont été validées aussi par d'autres personnes, en ce sens qu'à un moment donné, j'ai été rencontré, entre autres, un médium en compagnie de ma compagne, et pendant la séance, on a discuté, et c'est un médium qui est en contact là, avec des êtres dans l'invisible, donc différents niveaux d'entité, et à un moment donné, il y a eu une conversation qui a eu cours avec une entité qui s'est manifestée à lui, et on était 3 personnes à aller percevoir la même entité. Donc, c'était par rapport au fait que ma compagne a eu c'est-à-dire que sa mère était enceinte d'une d'entité, une âme à venir, et ça donnait place à une fausse couche. Mais l'âme a resté en suspension, et on l'a perçue tous les 3. Elle accompagnait ma compagne, dans le but de l'aider. Donc, la perception qu'on en a eue, on était 3. Si j'aurais été tout seul, bon, quelqu'un peut dire, bah regarde, c'est ton imagination. Si ça a été moi et ma compagne, vous êtes un couple, vous imaginez des choses pour vous faire plaisir. Là, c'est un médium qui n'était pas dans notre couple, naturellement, parce que notre couple est à 2, n'est pas à 3. Et il y a eu cette perception. Mais c'est le médium qui a mis la perception. Il a dit, bon, est-ce que ta mère a fait une fausse couche? Puis il y avait une personne qui était supposée venir. Elle a dit oui. Puis là, on l'a perçue, puis on a pu interagir avec elle. Il y a eu des ressentis. Sa présence a été émouvante, dans le sens que ma compagne et moi, on a comme eu la chair de poule, la larme à l'œil. Donc, il y a une intensité émotionnelle qui était là. Donc, l'entité que j'ai perçue, c'est une entité astrale. Il y a de la coloration dans son aura. C'est pas une entité mentale. Ça, c'est un autre aspect aussi. Dans mes perceptions, il y a des niveaux d'énergie que dégagent certaines personnes. Donc, c'est sûr que si je dis que une personne dégage une énergie astrale plutôt que mentale, c'est pour parler d'un différentiel énergétique. Donc, ces perceptions-là s'appuient sur des éléments. Si je parle de vibration mentale forte, ce qui me vient en tête, c'est entre autres Bernard de Montréal, qui générait une vibration qui, de mon point de vue, était très forte et qui avait un différentiel énergétique avec d'autres personnes qui gravitent dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la philosophie, et ainsi de suite. Donc, pour moi, pour signifier cette différence de niveau énergétique, il devient approprié de parler d'énergie astrale et mentale. Donc, c'est sûr que ce terme-là, comme celui entité, j'en suis conscient qu'il y a certaines personnes qui sont agacées par ça. Et mon but, c'est pas de vous convertir à ce vocabulaire-là, parce qu'à ce moment-là, ça serait une forme d'imposition, une forme de domination de ma part. Mon but à travers mes enregistrements, c'est de partager des perceptions que j'ai avec sincérité. Et s'il y a des gens qui sont sur la même longueur d'onde que ces perceptions et perçoivent la même chose que moi, bien à ce moment-là, ça peut être intéressant d'échanger, de discuter éventuellement. Donc, il y a des gens qui peuvent m'écrire des commentaires en lien avec les enregistrements que je produis sur cette chaîne YouTube pour approfondir certains sujets, explorer certaines choses. Et là, ça peut devenir intéressant. Mais si les perceptions que j'ai ou la vibration que je dégage est en déphasage par rapport à vous, je vous propose à ce moment-là d'écouter plutôt d'autres enregistrements, d'autres vidéos. Après tout, sur YouTube, il y a des milliers et des milliers de YouTubeurs. Donc, à ce moment-là, trouvez quelque chose qui est en résonance avec vous, tout simplement. Parce que c'est sûr que les concepts d'entité, plan astral, mental, je vais pas les lâcher présentement, parce que c'est ce qui me sert à aborder d'une manière précise et adéquate mes perceptions. C'est sûr qu'éventuellement, s'il y a des formes plus ajustées, je suis prêt à m'ouvrir à autre chose. Sauf que le point, c'est de mon propos, c'est de vous mentionner que si vous vivez un malaise à l'égard de ces termes qui sont utilisés, parce que j'ai eu quand même des échanges avec certaines personnes qui sont pas nécessairement à l'aise avec ça, c'est correct. Et je vous demande pas, surtout pas de me croire. Et pour moi, l'important, c'est de vous respecter d'abord. Donc, autrement dit, respectez votre vécu. Et moi, je respecte mon vécu en partageant les choses que je perçois. Donc, c'est sûr que pour en revenir au concept d'entité, qui est extrêmement problématique, c'est que si je vois une consultation, puis on est 3 personnes à percevoir la même chose, bien, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont dire, ben, vous fabulez les 3, vous imaginez des choses les 3, vous faites de l'entitisation. Je peux le concevoir, mais
mon vécu, s'il est partagé avec 2 autres personnes, il est plus objectif que si c'est juste moi tout seul. Puis même si c'est juste moi tout seul, si je ressens que c'est ça pour moi, ben c'est ça pour moi. Il faut que je respecte mon individualité d'abord. Et bien entendu, mon but, c'est que les gens respectent aussi leur individualité d'abord pour avoir un vocabulaire qui est ajusté à eux, naturellement. C'est sûr que, par exemple, par rapport au concept de réincarnation aussi qui est problématique, je fais référence parfois dans des enregistrements à ce concept, mais d'une manière particulière, dans le sens que je ne veux pas nécessairement croire qu'un être humain va se réincarner en Inde pour éventuellement devenir une vache sacrée qui va être admirée par les gens qui vivent en Inde. Non, pas du tout. Ma vision de la réincarnation est particulière dans le sens qu'un être humain ne peut pas se réincarner en animal. Il peut, par contre, se réincarner éventuellement sous une forme de créature humanoïde plus sophistiquée que l'être humain. Donc, la possibilité qu'un être humain puisse se réincarner, par exemple, dans une forme extraterrestre, je l'envisage, bien entendu. Mais il n'y a pas un être humain qui va se réincarner en plante ou en pierre ou en animal, de mon point de vue. Donc, la réincarnation associée à l'âme humaine, de mon point de vue, c'est quelque chose qui fait un mouvement vers une créature qui est de plus en plus individuée. Donc, on ne tombe pas en fonction d'une créature qui est plus grégaire, comme par exemple une fourmi qui appartient à un égrégore d'énergie ou un loup qui appartient à une meute et ainsi de suite, parce que ce serait un retour en arrière qu'une âme en processus d'individuation rejoigne un collectif de nature animale, que ce soit des baleines, des dauphins, même si ça peut être des êtres sophistiqués, comme notamment les dauphins. Là, Donc, le point, c'est que la réincarnation, pour moi, si on me pose la question dans mon ressenti, est-ce que la réincarnation, c'est réel? Ça me dit oui, puis je ressens que la vibration, c'est ça. Donc, je ressens une certaine légèreté. Donc, de mon point de vue, c'est un terme, un concept qui est ajusté à ma vibration. Par contre, si vous me posez la question, est-ce que tu as une conception traditionnelle de la réincarnation, comme par exemple est véhiculée en Inde? Non, pas du tout. Certaines personnes nouvelles âgeuses, non, pas du tout non plus. C'est une conception particulière qui est véhiculée de la réincarnation en relation avec l'énergie que je peux canaliser par rapport à mon esprit qui peut me donner accès à des informations en lien avec cela, mais bien entendu, à l'égard beaucoup d'informations qui sont présentées, je demeure sceptique. C'est sûr que si, par exemple, quelqu'un me parle de ce qu'il a eu l'impression de connaître comme vie antérieure, je peux l'écouter. Si je ressens que c'est réel, ça passe. Si je ressens que la personne a un orgueil, puis elle me dit qu'elle a été, par exemple, un moine tibétain dans une vie antérieure qui a accès à de la haute instruction initiatique pour essayer de m'impressionner, ben, c'est sûr que je ne vais pas nécessairement croire spontanément cela, surtout si je n'ai pas un ressenti qui va dans ce sens-là, et surtout si je ressens qu'au moment que la personne me dit ça, cherche à me fasciner, cherche à m'impressionner, et que je sens de l'orgueil et de l'ego. Un petit peu comme la personne qui va dire qu'il a été Napoléon dans une vie antérieure ou un prince égyptien. On peut ressentir dans certains cas de l'ego, donc quelqu'un qui se donne de la valeur à travers un personnage ancien qui a eu de l'autorité, qui a passé à l'histoire. Donc ça peut servir, bien entendu, parler de vie antérieure à de la glorification de l'ego. Et c'est surtout pas l'usage que je veux en faire. Par contre, si je rencontre une personne et que je ressens que lorsqu'elle parle d'une vie antérieure, ça fait sens dans la vibration, ben ça fait sens, c'est tout. C'est un phénomène énergétique. Mais pour moi, d'accorder de l'importance à la réincarnation outre mesure, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. C'est sûr que je vais préférer quelqu'un qui va utiliser son énergie en vue d'un développement personnel dans sa vie présente. Parce que de vivre en fonction du passé ou de réfléchir à du passé, c'est souvent l'occasion de gaspiller inutilement ses énergies. Donc, autrement dit, si la personne a le choix, par exemple, entre faire de l'exploration à travers des séances d'hypnose, de transe, pour connaître qu'est-ce qu'elle a été dans des vies antérieures, pour des raisons de curiosité subjective, pour moi, c'est une très grande perte de temps. Par contre, si la personne utilise la même énergie en consultation avec un thérapeute,
pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour améliorer son rapport avec sa mère ou sa compagne. Donc, si la personne, c'est un homme qui est en couple avec une femme, et qu'est-ce qu'il peut faire concrètement là, pour sa vie présente, là, pour rehausser la vibration du couple ou du rapport familial avec sa mère. Pour moi, la vibration est beaucoup plus haute d'agir ainsi que d'avoir de la curiosité subjective par rapport au passé. Par contre, c'est sûr que si la personne est confrontée à un traumatisme récurrent dans sa vie présente et aucune explication logique de type terre-à-terre lui permet de comprendre la cause de sa problématique et de la régler, bien à ce moment-là, de mon point de vue, ça peut être utile de tenir compte du concept de réincarnation et aussi de se libérer d'énergies qui peuvent se rapporter à des vies passées dans le but d'avoir une plus grande fluidité énergétique. Pour moi, ça peut avoir son utilité. Par contre, vous voyez que c'est très différent de la curiosité subjective de l'ego qui est curieux du passé. Donc, pour moi, la curiosité pour la curiosité, c'est une perte de temps. Par contre, c'est une utilité fonctionnelle de connaître une information liée à un passé en vue d'un rééquilibrage énergétique. Pour moi, c'est intelligent. Donc, mais il peut y avoir aussi façon de rééquilibrer la personne sur le plan énergétique sans aller creuser dans le passé, mais tout simplement de faire des formes astrales qui se trouvent dans la structure énergétique de son aura, en des termes plus simples, en éliminant certaines attaches à des mémoires dans la structure d'énergie de la personne, en amenant la personne à se détacher de certains éléments dysfonctionnels, certaines programmations, pour être plus fonctionnelle. Donc, c'est sûr que dans certains cas, le nœud de la problématique est tout simplement lié au fait que la personne donne de la valeur, de l'importance à des mémoires qui sont non intégrées, qui occasionnent de la souffrance émotionnelle et qu'elle doit accepter, non pas se soumettre à ces mémoires-là puis se sentir victime, mais tout simplement constater que, OK, tel événement a eu cours, je laisse circuler, je l'observe, je suis détaché et je passe à autre chose, au lieu de le réfléchir pendant des heures et des heures et générer de la souffrance. Et par rapport au vocabulaire, parce que c'était le sujet que je voulais aborder principalement dans le cadre de cet enregistrement, c'est que l'ajustement du langage, c'est quelque chose qui doit se faire constamment parce que quand que vous êtes jeune, vous pouvez utiliser certains termes pour décrire votre réalité avec votre sensibilité et avancer un peu plus en âge, les termes vont changer. Même chose lorsque vous allez être rendu à l'âge de la retraite. Donc, quelqu'un peut utiliser certains mots quand il a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et plus que la personne est en contact avec l'esprit, plus qu'elle peut ajuster son vocabulaire de manière dynamique. Donc, autrement dit, il y a un ajustement perpétuel qui se fait du vocabulaire en fonction de son intégration de l'énergie d'une manière fluide qui va altérer sa psyché. Et en conséquence de cette altération psychique, elle va altérer son vocabulaire pour refléter ce niveau d'intégration énergétique en vue de générer des formes de plus en plus ajustées. Donc, c'est sûr que présentement, si j'utilise le terme entité, c'est que maintenant, j'évalue au niveau de ma sensibilité que c'est la forme la plus ajustée pour parler d'êtres dans l'invisible qui ont une conscience autonome. Mais peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, je vais utiliser d'autres termes. Donc, il ne faut pas être rigide par rapport au vocabulaire, je le conçois. Il ne faut pas que ça devienne dogmatique. Il ne faut pas non plus être prisonnier d'une tradition, de croyances liées à un enseignement. D'ailleurs, pour ma part, je n'appartiens à aucune tradition et je ne cherche surtout pas à me joindre à une tradition, bien que je peux faire des emprunts de vocabulaire à certaines traditions, qui ont servi d'ailleurs à marquer des transitions dans l'évolution de l'humanité, parce qu'à certaines époques, il y a des traditions qui apparaissent, à d'autres époques, il y en a des différentes, et ainsi de suite, parce que ça évolue constamment. Donc, il ne faut pas être figé dans la forme, ça, je le conçois. Donc, autrement dit, le vocabulaire qui est utilisé, entre autres, par Bernard de Montréal, je le trouve intéressant. Par contre, je ne suis pas marié avec Bernard de Montréal. Je suis même pas marié avec ma propre compagne, même si ça fait 10 ans que je suis avec elle. Donc, vous voyez, je suis pas... C'est-à-dire que je suis attaché, oui, à ma compagne, puis j'apprécie le vocabulaire de Bernard, mais pour moi, je me définis pas comme étant un disciple de Bernard, bien que j'apprécie, parmi les individus qui ont parlé de conscience à la surface du globe, en relation avec l'époque présente, celui-là en particulier
Mais naturellement, il y a certains termes qu'ils utilisent que j'adhère pas, comme la conscience jupitérienne, là. Je trouve qu'il y a un risque de fascination par rapport à la planète Jupiter en utilisant ce terme-là. Et je préfère tout simplement parler de conscience supramentale, de conscience libre, de conscience évoluée, pour parler de quelqu'un qui a connu un avancement, tout simplement. Donc, pour ma part, je n'ai pas de maître, il n'y a pas personne que je mets sur un piédestal. Par contre, je suis ouvert à savoir que si quelqu'un manifeste de l'intelligence et je ressens que c'est ça, je suis obligé de reconnaître que c'est ça. À un moment donné, il faut être objectif, il faut être capable de faire des observations qui sont réelles par rapport à des perceptions et de travailler en relation avec ça, dans le but d'intégrer son énergie, parce qu'en réalité, mon but, c'est pas d'écrire des dictionnaires avec du vocabulaire, c'est tout simplement d'être capable d'exprimer avec clarté, avec précision, mes perceptions, en respectant ma sensibilité et mon être, pour que ma parole soit la manifestation de ma vibration en totalité. Pas juste mon intellect, pas juste mes émotions, pas juste mon contact avec l'esprit, mais tous les éléments qui composent mon être, avec une adéquation de moi-même, à travers la parole que je peux générer, bien entendu. Donc, c'est sûr que si quelqu'un me dit « Ah, regarde, tes perceptions sont colorées par ta personnalité », je vais leur dire « Bien entendu, parce que, à quelque part, c'est sûr que comme tous les êtres humains, j'ai vécu et je vis toujours dans un contexte social. Donc, on peut, dans une certaine mesure, faire abstraction du contexte, connaître un certain détachement, mais tant aussi longtemps qu'on a un ego, c'est pas absolu. C'est sûr qu'on peut travailler à rendre l'ego transparent, à se rendre conscient de ses conditionnements sociaux par observation. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est tant aussi longtemps qu'on utilise un vocabulaire qui est humain, il y aura toujours de la subjectivité qui va être présente là-dedans, parce que la nature du vocabulaire est colorée de subjectivité, et même dans le domaine des chiffres, on peut le regarder par rapport, par exemple, à des partis politiques qui vont avoir des critiques entre eux à l'égard de certains chiffres liés au budget d'un pays, d'un État. Donc, on peut faire dire différentes choses aux chiffres. Donc, on peut utiliser, par exemple, le bilan, par exemple, au niveau du travail, ou du salaire, et certaines personnes vont trouver ça satisfaisant, d'autres insatisfaisant. Donc, il y a beaucoup d'interprétations et des données qui sont factuelles au niveau des chiffres. Donc, imaginez par rapport à des perceptions de nature occulte, que ce soit à l'égard d'entités, de réincarnation, etc., ça devient extrêmement délicat de parler de tout ça si, sur une base concrète, pratique, on peut avoir un bilan et avoir des contestations sur la validité de certains chiffres, que ce soit par exemple le nombre de personnes qui ont voté pour un parti politique. Puis, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à quelque part, nous vivons dans un univers de perception et c'est pour la raison pour laquelle il faut être libre de la forme puis toucher à la vibration. Et c'est sûr que si quelqu'un parle, même s'il n'utilise pas des mots qui se rapportent à mon vocabulaire, si j'ai la sensibilité de ce qu'il dit, c'est réel, et je vais être objectif, ben, je suis obligé d'admettre ce qu'il dit, c'est réel. Donc, autrement dit, si une personne utilise le terme programmation au lieu d'entité, et que je ressens que lorsqu'il utilise à ce moment-là le terme programmation, il y a une réalité derrière ça, objectivement, je suis obligé de reconnaître que c'est réel. Par contre, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que ça doit aller dans les deux sens aussi. Donc, pour des gens qui travaillent, bien sûr, dans l'optique d'avoir une discussion sur une base commune de nature vibratoire. Donc, autrement dit, si les gens sont capables de parler en n'étant pas prisonniers de chapelles théoriques, ben à ce moment-là, peu importe le vocabulaire utilisé, il n'y a pas une personne qui va chercher à dominer l'autre en lui imposant un vocabulaire. Les gens vont être capables d'aller au-delà des formes du vocabulaire pour aller dans le principe de l'amour de l'humain pour l'humain, c'est-à-dire d'être capable d'avoir plus de respect pour l'être humain que le vocabulaire et la différence de vocabulaire qu'il peut utiliser. Donc, la personne est plus dans le principe de l'amour et de l'écoute de l'autre, et ça, peu importe les formes qu'il emploie. Donc, si le vocabulaire diverge un peu du sien, alors que ce qui est dit rejoint la sensibilité, est en accord, il faut que de part et d'autre, on soit capable de le reconnaître pour avoir une certaine objectivité mentale. Parce que si on passe notre temps à discuter des formes du vocabulaire,
je le conçois que c'est une perte de temps et d'énergie. Parce qu'à ce moment-là, on se soucie trop de la forme et pas assez de la vibration. Donc, c'est sûr que si on sent que ça passe, il faut reconnaître que ça passe, tout simplement. Donc, pour moi, le vocabulaire est bien entendu problématique dans le sens que d'une personne à l'autre, ça varie. Si on en regarde collectivement, juste dans la francophonie, il y a le français parlé québécois, il y a le français parlé en France, et derrière ces formes de français parlé, ces deux catégories, il y en a d'autres. Si on pense par exemple aux gens au Québec qui sont au Lac-Saint-Jean, par rapport à la Beauce et par rapport à ceux de Montréal, ils ont des accents différents. Donc, quelqu'un au Lac-Saint-Jean va dire souvent « là, là ». Il fait beau, là, là. Ça me fait plaisir de te voir, là, là. Quelqu'un, par exemple, à Montréal va des fois rouler plus les R. Et quelqu'un dans la Beauce aussi, des fois, ils vont prononcer les H. Ils vont dire « je t'écœuré ». Il y a beaucoup le H qui est des fois présent. Donc, il y a des accents régionaux. Même chose pour la France. Hein. Si on écoute quelqu'un parler qui est situé à Marseille ou à Paris, c'est pas le même accent. Donc, même à travers les différentes sociétés, il y a différentes sous-catégories. Donc, différentes populations, différentes villes, villages, qui ont chacun leur accent. Donc, il faut aller au-delà de la forme des accents pour aller à l'essentiel qui est la vibration. Parce que je sais très bien que, par exemple, il y a certaines personnes qui sans doute, en m'entendant parler avec mon français qui est de nature québécois, ça va les rebuter. Ils vont fermer tout de suite l'enregistrement parce que l'accent ne rejoint pas leur sensibilité. Ils préfèrent entendre parler d'une manière qui est avec un français qui est plus universel, comme on peut voir dans les émissions de télévision, et c'est tout à fait correct. Donc, c'est sûr que pour moi, l'accent ou la façon de parler, le vocabulaire ne doivent pas être une barrière à la communication, parce que sans ça, on se laisse manipuler et influencer par la forme. Il faut aller au-delà de ça pour aller à travers le ressenti ou la sensibilité. Un jour, j'ai eu la chance de parler avec une dame qui m'a dit qu'elle n'était pas capable de parler comme je peux le faire, à travers un micro, qu'elle pensait qu'il fallait aller à l'université, il fallait acquérir un certain vocabulaire pour parler de conscience. Et j'ai dit non. D'ailleurs, la conscience n'est même pas enseignée à l'université présentement. Là. Je ne connais aucune université en cette année 2017 qui enseigne la conscience supramentale. J'en connais pas. J'ai l'impression qu'on n'en connaîtra pas pendant un bon bout de temps. Parce que c'est une sensibilité qui est au-delà de la haute intellectualité qui est véhiculée dans les universités. Ce qui fait en sorte que, de mon point de vue, je préfère quelqu'un qui va s'exprimer parfois d'une manière maladroite, mais avec sincérité, plutôt que quelqu'un qui va chercher d'avoir les formes universitaires précises, puis s'empêcher de parler tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un vocabulaire pointu, un vocabulaire articulé, un vocabulaire avec beaucoup de mots techniques pour s'exprimer. Et de mon point de vue, de parler de conscience supramentale, ça ne doit pas être une joute intellectuelle où on utilise des termes techniques. C'est sûr que chaque mot a sa signification et je sais que d'une certaine façon, il y a des gens qui peuvent trouver pointu le fait que j'utilise certains termes d'une manière particulière et je le conçois. Comme par exemple, si j'utilise le mot astral en faisant référence au plan astral ou le plan mental, pour moi, c'est deux choses distinctes. Donc, c'est pour exprimer avec précision ma perception. Par contre, si à un moment donné, quelqu'un utilise d'autres termes, moi, j'ai aucun problème avec ça, dans le sens que la personne ne cherchera pas à me dominer avec ces autres termes et à m'imposer des croyances. Au même titre que je ne vise pas à imposer des croyances ou à dominer les gens avec le vocabulaire que j'utilise. Donc, voilà l'essentiel de mon propos par rapport à l'importance d'ajuster son vocabulaire à sa vibration. Et ça passe à différents niveaux. Ça peut être dans ma vie, j'ai décidé d'appeler ma compagne, c'est-à-dire ma compagne au lieu de l'appeler ma blonde, comme le fait beaucoup de Québécois. Parce que si j'utilise l'expression ma blonde et des gens qui m'écoutent en France ou en Belgique entendent mes enregistrements, ils savront pas peut-être ce que je veux dire en utilisant l'expression ma blonde, qui veut dire ma compagne. Donc, si je trouve que le terme compagne est plus objectif pour décrire cette réalité, du fait que je noue un attachement émotionnel avec une femme
dans ma vie, je vais utiliser le terme compagne. Par contre, je n'utiliserai pas nécessairement le terme femme parce que ça fait allusion à une réalité archaïque associée au mariage, par rapport à laquelle je me dissocie aujourd'hui. Moi, je ne suis pas marié avec ma compagne, bien que je l'apprécie. C'est tout simplement que je n'ai pas le besoin d'un prêtre au niveau religieux qui va confirmer le fait que j'ai une relation avec elle. Je suis capable de le savoir par moi-même. Je suis un adulte, puis elle aussi. Donc, autrement dit, on est bien ensemble, on est sur la même longueur d'onde, parfait. On fait un bout de chemin ensemble. Par contre, j'ai pas besoin de quelqu'un extérieur à nous pour confirmer la relation et de la définir. Il faut être capable de la définir par soi-même, surtout que c'est nous qui est impliqués dans cette relation. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas ce terme-là. Ma femme aussi, ça fait possessif. Donc, un homme autrefois pouvait dire « J'ai ma maison, j'ai mon auto, j'ai mon chien, puis j'ai ma femme. » Vous voyez l'aspect grossier, l'aspect possessif dans son aspect grossier. Donc, c'est sûr que ce rapport possessif, quasiment un rapport d'objet qui est utilisé dans ce vocabulaire-là, m'horripile. Bien entendu, je prends une distance par rapport à ça. Et je parle plutôt de ma compagne, là. Donc, c'est sûr que il y a certaines personnes qui vont préférer utiliser le terme femme, blonde, pour décrire la personne avec laquelle elle noue un lien significatif, et c'est tout à fait correct. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'ai le droit d'utiliser ma capacité de m'exprimer pour utiliser un vocabulaire, même s'il diverge de beaucoup de Québécois, parce que je suis conscient que si je parle de ma compagne, il y a beaucoup de Québécois vont plutôt s'attendre que j'utilise l'expression ma blonde. Par contre, pour respecter ma sensibilité et mon individualité, je préfère utiliser l'expression ma compagne parce que ça se rapporte davantage à la vibration que je vais exprimer par rapport au lien qui m'unit à elle, et aussi pour refléter une réalité qui, de mon point de vue, est en relation aussi avec le fait que lorsque je m'exprime, je vise à avoir un vocabulaire qui va rejoindre des gens un peu partout dans le monde. Donc, c'est sûr que si présentement je m'exprime et je veux être capable de partager avec simplicité un concept avec des gens qui sont autant à Paris qu'en Belgique, qu'à Marseille ou dans différentes villes du monde, ben, il faut un vocabulaire avec certaines formes pour s'exprimer sur Internet. Donc, c'est sûr que dans cette optique-là, je vais viser plus à cultiver présentement un vocabulaire qui vise une certaine universalité, mais bien entendu, je ne suis pas naïf en sachant très bien que d'une région à l'autre, le vocabulaire varie. Et puis, s'approprier le vocabulaire, ça sert à définir le réel. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de smartphone ou de téléphone intelligent, pour moi, c'est une aberration de dire qu'un téléphone est intelligent. On peut parler, par contre, d'un téléphone multitâche. D'ailleurs, je trouve que c'est plus ajusté pour décrire cet objet qui permet de prendre des photos, qui permet également d'écrire des messages textos et, bien entendu, de téléphoner en plus d'aller sur Internet. Donc, par moi, de parler de téléphone multitâche, c'est plus approprié, même si la plupart des gens, présentement au Québec, parlent de téléphone intelligent, ou sinon, dans d'autres pays, ils vont parler de smartphone pour décrire cet appareil qui sert à faire des appels et autre chose. Donc, s'approprier le langage, d'être capable d'avoir un vocabulaire et d'utiliser des termes, même si c'est pas supporté par la collectivité, parce que c'est ce qui permet de se définir créativement dans son individualité au-delà des formes connues ou répandues. Parce que à ce moment-là, si on utilise juste les mêmes formes que les autres, ben on ne sort pas de la mémoire collective, on n'en est pas libre. Et on cherche tout le temps à faire plaisir aux autres en reproduisant les mêmes formes, ce qui fait qu'il n'y a aucune manifestation de créativité qui va émerger de soi. Donc, autrement dit, si je répète des choses continuellement que vous savez déjà et qui sont véhiculées par les médias de masse, ça n'apporte rien de nouveau. Donc, si j'utilise l'expression qui est véhiculée dans les médias de masse régulièrement au Québec de téléphone intelligent pour parler de cet appareil-là, ben, ça nourrit l'idée que le téléphone est intelligent alors que c'est, de mon point de vue, pas réel. Parce qu'un téléphone en soi n'est pas intelligent. Ce qui est intelligent, c'est un individu qui est capable de manifester une conscience créative, alors que le téléphone ne manifeste pas ça. Le téléphone n'est pas capable de générer des formes nouvelles, alors qu'un individu qui est doté d'une conscience supramentale peut en générer à travers sa parole.
Et voilà la raison pour laquelle, de mon point de vue, de parler de téléphone intelligent, c'est une aberration. Ce qui fait que je vise à maintenir un vocabulaire et aussi une vibration qui peut être en divergence de la collectivité, ce qui fait que j'ai un côté un peu rebelle, un peu divergent, mais c'est nécessaire pour rester équilibré et cohérent sur le plan individuel. Donc, c'est sûr que je vais apprécier des gens, entre autres, comme par exemple au Québec, le philosophe jovialiste André Moreau, qui, pendant l'essentiel de sa vie, a utilisé un vocabulaire très ajusté, qui diverge de celui qui est utilisé par l'ensemble des Québécois. Donc, si vous l'écoutez parler, vous écoutez n'importe quel enregistrement qui est produit sur Internet, il y a un vocabulaire très différent de celui qui est employé par la masse, mais c'est pour respecter son individualité et sa vision de la réalité. Donc, à ce moment-là, je trouve ça très intéressant. Quelqu'un ait la force de volonté de se tenir debout pour utiliser un vocabulaire qui est très clair, très précis, très individualisé. Il emploie des termes comme, par exemple, global individuation, où il parle aussi du « je suis intussusceptif immanent », donc des termes extrêmement techniques qu'il va définir, bien entendu, mais qui ne sont pas utilisés par la majorité des Québécois. Mais si lui, ça lui permet d'exprimer avec adéquation et clarté sa réalité, ben, je trouve ça intéressant qu'il se tienne debout pour utiliser ce vocabulaire-là et me donne le goût de me tenir debout pour exprimer mon propre vocabulaire qui n'est pas nécessairement pareil du sien. Donc, c'est tout simplement le point que je veux amener. Et c'est sûr que je vous invite à vous tenir debout pour exprimer le vocabulaire qui est adéquat par rapport à votre sensibilité, votre vibration. Parce que c'est ça qui vous permet de progresser dans votre vie et d'être bien dans votre peau. Parce que si vous utilisez des mots qui sont en déphasage avec vous et ne traduisent pas votre réalité, ben, vous créez une tension énergétique. Et à quelque part, l'un des défis de l'individu qui se retrouve dans un contexte comme celui présent et qui manifeste un vocabulaire qui diverge de la masse et aussi une vibration, c'est de se tenir en équilibre, même si les gens ne vivent pas cela. Donc, quelqu'un qui a une vibration, par exemple, très haute, doit être capable de rester dans un état vibratoire qui est élevé, même si les gens qui l'entourent génèrent une vibration qui est très basse ou désajustée à travers leurs paroles. Donc, autrement dit, c'est d'être capable de rester sain et cohérent dans son esprit, même si la personne est entourée de gens qui ne le sont pas, qui sont extrêmement perturbés émotivement et instables. Et la personne qui est capable de se tenir debout face à une situation où, de part et d'autre, il est bombardé d'idées toxiques, de gens qui passent leur temps à se plaindre, à faire de la médisance, à chialer en bon québécois, pour employer un terme local, et qui sont totalement tout croche sur le plan émotif, sont dominants, sont dans des états de peur, de crainte, de dépression. Donc, s'il est capable d'être quelqu'un d'être exposé à ça et de rester en équilibre, c'est parce qu'il a une très grande force de volonté. Donc, autrement dit, son centre d'énergie, son centre de gravité est assumé, son centre de gravité éventuellement est permanent face à de l'adversité, ce qui fait qu'il est capable de soutenir sa propre vibration. Et à ce moment-là, il y a une autonomie psychique qui est là. Donc, autrement dit, au lieu d'être influencé par les autres, il est capable de fonctionner avec sa propre vibration et rester cohérente en dépit de l'adversité du contexte social, culturel dans lequel il se trouve. Et pour moi, ça, c'est un des éléments qui est le signe d'une intégration de l'énergie et également de sa parole qui est réelle, tout simplement. Alors que la personne qui se désajuste constamment en contact avec des gens qui ont une vibration plus basse, c'est parce que, quelque part, il n'y a pas la stabilité mentale pour faire face à l'astralité auquel il est confronté, ce qui fait en sorte que son identité n'est pas encore totalement stable parce qu'elle est perméable à des énergies plus basses qui vont la désajuster et lui drainer son énergie vitale. Et l'un des défis qui se rapporte à l'individu qui se conscientise, c'est de générer sa parole, sa vibration et rester dans un état de stabilité et de le maintenir à long terme. Parce que à un moment donné, dans votre vie, vous pouvez avoir accès à des montées d'énergie, mais si vous n'êtes pas capable de vous installer dans cette énergie pour rester dans votre intelligence, c'est-à-dire dans la conscience harmonisée en votre psyché et celle de l'esprit, ben, vous allez connaître des
des bas. Ensuite, il peut y avoir d'autres hausses qui se manifestent, d'autres bas. Au lieu d'avoir une conscience qui est claire et qui est totalement stabilisée, et ça, peu importe l'événementiel auquel vous allez être confronté. Bien sûr, je ne suis pas encore rendu à ce point-là, et c'est la raison pour laquelle je fais encore des enregistrements, parce que lorsque ça va être intégré, à ce moment-là, probablement que je vais être moins intéressé d'en parler dans le but d'une intégration, vu que ça va être fait. Et c'est pour ça que je me prétends pas comme étant rendu au sommet de la montagne de l'évolution psychique, mais plutôt en processus. Et c'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que je vous parle, parce que pour moi, de parler de conscience, c'est un walk in progress, c'est un ajustement perpétuel, tant aussi longtemps qu'on ressent que des choses qui doivent être ajustées. Et même quelqu'un qui a une certaine stabilité psychique peut connaître aussi dans sa vie des moments à raffiner certaines choses, parce que tout évolue tout le temps. L'esprit, en tant que tel, est une énergie qui pulse à l'infini et qui génère constamment de nouvelles formes. Fait que il y a toujours un dynamisme qui est présent dans la conscience. Il n'y a pas d'éléments statiques. Donc, autrement dit, la conscience génère un tas de formes qui sont impermanentes, et c'est la capacité de composer avec l'impermanence de ces formes qui permet à l'individu de rester dynamisé. Et par rapport à l'ajustement du vocabulaire, c'est la même chose. Le vocabulaire doit constamment être ajusté en fonction de l'état d'être que vous connaissez, de votre état vibratoire. Au revoir.